Bonjour et bienvenue à cette troisième séance du cycle Covid-19, approche scientifique et enjeux sociétaux, organisé par l'Université populaire de Marseille. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir pour cette troisième séance Martine Quignot, qui est une ancienne enseignante de Aix-Marseille Université. Elle a enseigné les mathématiques et qui, pendant les quelques dernières années de sa carrière, a enseigné en particulier les mathématiques à des biologistes dans le cadre d'une licence sciences et humanités, enfin à des biologistes, les mathématiques pour la biologie, dans le cadre d'une licence sciences et humanités qui a été créée à Aix-Marseille Université. Et elle est particulièrement intéressée par la problématique de la Covid-19. Elle a commencé à faire pas mal de recherches sur les chiffres, ce qu'ils veulent dire, la façon dont on les perçoit. Et donc elle a proposé de donner cette séance dans le cadre de ce cycle-là. Et voilà, je lui laisse la parole. Merci. Merci Jacques, et merci à tous d'être là. C'est une émotion pour moi de retrouver ces lieux, la faculté Saint-Charles, où j'ai étudié et enseigné en partie. Il y a quelques mois, en vrai dire en janvier 2020, c'est-à-dire dans un autre temps, j'ai proposé de faire une conférence dans le cadre de l'Université populaire sur, disons pour faire simple, la gouvernance des nombres et les aspects politiques des mathématiques. Et devant l'ampleur du sujet, Annick m'a suggéré en fait d'en donner 3, prévus au mois de mai dernier et différés pour les raisons que vous savez. Le contenu de cette séance a donc été adapté en fonction de l'actualité, mise à jour jusqu'à aujourd'hui. Je vais donc vous parler de statistiques au pluriel, c'est-à-dire des données chiffrées, mais surtout de statistiques au singulier, c'est-à-dire la science statistique au carrefour des mathématiques, de la sociologie, de la biologie, etc. Et comme l'étymologie de statistique est commune avec celle de état, eh bien, commençons par un état des lieux, un état des choses, comme on dit avant d'entrer dans un nouvel appartement, et donnons, comme on dit avant d'entrer dans un stade, la composition des équipes. Il y a ce qui se construit dans la recherche, dans les laboratoires. Il y a ce qui est souhaitable, selon l'expertise scientifique, selon les soignants. Il y a ce qui est possible, selon les décideurs, et cela relève de la chose politique. Selon les soignants, et cela relève des ressources humaines et logistiques. Et il y a enfin ce qui est acceptable, du point de vue de la population et du point de vue de tous. Pour réaliser les articulations entre ces rouages, pour que les échanges se produisent et que les savoirs se mutualisent, pour que le temps long des chercheurs soit en phase avec le temps court des décideurs et celui des soignants, il faut que chacun, à son niveau de responsabilité, soit en capacité de comprendre, au sens de prendre avec soi. Et il ne faut pas seulement regarder passer les informations, il faut les approprier afin de les transformer en connaissances et afin que la réflexion suive l'émotion. Facile à dire. Alors comment faire ? L'éducation scientifique fait défaut aux politiques, elle fait défaut aux journalistes en général et au public. Il faut donc des passeurs de science, c'est le rôle des professeurs, c'est le rôle des intellectuels, de bons journalistes, de médias comme France Culture par exemple. Certes, la science n'est pas une affaire d'opinion, mais elle construit un savoir en constante évolution. Elle se nourrit aussi de savoirs partagés, échangés, entre savants et profanes, entre médecins et malades. Mais pour prendre une décision, aussi bien au niveau des décideurs, décision qui engage donc la collectivité, par exemple fermer les écoles, confiner une population, qu'au niveau individuel qui engage l'individu mais aussi le collectif, comme par exemple envoyer son enfant à l'école ou se vacciner, il faut pouvoir évaluer les risques et la balance bénéfice-risque sans biais de jugement, autant que possible.
De l'autre côté, pour accepter une décision, il faut comprendre le lien, la corrélation, sinon la cause, qui est souvent très difficile, entre un événement A, par exemple le nombre de personnes en réanimation augmente, la capacité des ressources hospitalières est limitée, et puis un autre événement B, par exemple la fermeture des commerces, des restaurants, etc. Sans ce lien, sans cette corrélation, la décision qui peut être lourde de conséquences, par exemple, faute de petit boulot, un étudiant ne peut plus se loger, tout simplement. Donc, faute de comprendre ce lien, eh bien, la décision ne peut pas être comprise. La science statistique, on va le voir, ne peut pas tout, mais elle peut nous aider tous, et la demande est grande, y compris de la part des médecins. Elle peut nous aider tous à lire les informations chiffrées, les interpréter, à en dégager les tendances générales, à produire des raisonnements qui nourrissent la réflexion, et comme dit Régis Debray, de faire d'un tas un tout, c'est-à-dire d'un tas d'informations, un tout de connaissances. Bien, alors je commence par une diapositive vide, mais avec un titre. C'est une citation d'Auguste Comte, « Savoir pour prévoir afin de pourvoir ». Je pourrais m'arrêter là, mais je vais continuer quand même, mais tout est dit là. Tout est dit. Pourvoir, c'est au sens de faire le nécessaire. Ce n'est pas le sens juridique, se pourvoir en. C'est pourvoir, c'est faire le nécessaire. Alors, que peuvent les mathématiques dans les objectifs que je vais me fixer, c'est-à-dire transmettre afin de partager des connaissances, on l'a dit, le rôle de passeur, de médiateur entre expertise scientifique et population. On va voir donc quels sont les objectifs de la science statistique en quelques mots. En tout cas, celle que j'ai choisi de vous présenter ce soir, c'est donner un sens aux informations chiffrées, les transformer en connaissances partagées et éclairer les décideurs et tous les citoyens dans la compréhension des risques et des incertitudes. Je vais tout de suite citer mes sources, qui sont Santé publique France, notamment le bulletin hebdomadaire que l'on peut télécharger, les chiffres clés de la Covid, qui donne également les points épidémiologiques régionaux. Et puis, on peut avoir des cartes, des synthèses, des graphiques par département dans la France et dans le monde. J'ai utilisé aussi, et j'ai passé mon temps pendant le confinement à naviguer entre ces différents sites, notamment donc, l'université Johns Hopkins, qui permet de faire au jour le jour un état des lieux dans le monde entier. Donc ils ont une gigantesque base de données. Il y a les bulletins hebdomadaires et les vidéos de l'IHU, c'est-à-dire donc l'IHU faisant partie de l'Institut hospitalier universitaire qui fait partie de l'APHM, Association publique des hôpitaux de Marseille. Et puis j'ai eu également le dernier bulletin d'information décryptage, ça s'appelle comme ça, de l'APHM, qui permet d'avoir les statistiques et les graphiques locales, notamment de la ville de Marseille. Et puis j'ai mis 3 points de suspension parce que bien sûr les sources, elles sont tout ce que je lis, tout ce que j'écoute, comme tout le monde. Alors voilà par exemple un exemple de graphique qu'on peut avoir par le site de l'université Johns Hopkins. Donc vous avez en haut l'évolution des personnes hospitalisées et en rose un petit peu plus foncé les personnes en réanimation depuis la mi-avril jusqu'à début octobre dans les Bouches-du-Rhône. Et donc vous avez au jour le jour l'évolution donc de l'évolution des personnes qui sont hospitalisées, et en dessous, le graphique est situé en dessous, c'est la même chose mais au niveau de la France. Donc vous pouvez voir une évolution globale déjà depuis la mi-avril jusqu'au 5 octobre. En rose plus foncé, il s'agit de la réanimation. Voilà également une statistique que j'ai eue il y a 2 jours.
donc fournis par la PHM. Et là, il s'agit des patients qui sont actuellement hospitalisés à la PHM dans la section Covid, qui a été dédiée spécialement à ces personnes-là. On voit également il s'agit d'ici des patients en réanimation. On voit qu'on est parti de 90 patients au mois d'avril et pour descendre très brusquement. Et ensuite, on remonte ici actuellement à 41 personnes. Voilà enfin pour les statistiques d'ici. Les unités donc dédiées Covid hors réanimation à partir du 22 avril et jusqu'au 3 octobre. Donc, vous voyez l'évolution entre ces deux dates et ce semblant de petit plateau qui demande confirmation au niveau du début octobre. Donc voilà le genre de statistiques qui permettent, de graphiques qui permettent en un coup d'œil de voir l'état d'une situation donnée. Alors, j'ai opposé, mais en fait, ils ne sont pas opposés, ils se complètent bien sûr, le point de vue collectif et le point de vue individuel. J'ai dit qu'il y a une forte demande de pédagogie. Il y a donc la responsabilité individuelle et collective, et elles sont souvent mêlées parce que, par exemple, quand une personne décide de ne pas se vacciner, elle n'engage pas qu'elle-même, elle peut engager le reste de la population, et donc c'est un point important que les médecins soulignent à juste titre. Que peut faire le raisonnement statistique pour éclairer donc les décideurs, les médecins, et ça c'est le point de vue collectif, donc, et les citoyens, le point de vue individuel. Alors, je vais d'abord vous dire en quelques mots en quoi consiste la science statistique. Disons qu'on peut dégager deux domaines de la science statistique. La statistique qu'on appelle descriptive, qui consiste à organiser des données numériques afin de les lire et leur donner un sens. C'est une pratique ancienne, puisqu'il faut toujours dénombrer pour prévoir. Mais c'est une pratique récente quant à la représentation de la statistique descriptive en diagrammes, camembert, etc. Ceci datant de la fin du 19e siècle, voire même début du 20e siècle, les Anglais ou les Britanniques étant des pionniers en la matière. Et puis l'autre branche des statistiques, ou de la science statistique plus exactement, c'est ce qu'on appelle la statistique inductive, ou bien la statistique de prévision, ou bien la statistique inférentielle, même s'il y a des nuances entre ces différentes choses, différentes branches. Donc c'est une jeune branche des mathématiques, on va dire, qui est basée sur les probabilités. Jeune branche parce que les probabilités elles-mêmes, en tant que corpus des mathématiques, est assez récent puisque ça date du XXe siècle, même si on faisait des probabilités avant, mais en tant qu'axiomatique et branche des mathématiques, c'est-à-dire en tant que science dure si vous voulez, les probabilités sont une science relativement jeune puisque ça apparaît au début du XXe siècle, dans sa forme quasiment actuelle. Donc, on dit un petit peu en provoquant que la statistique de prévision est la science des erreurs contrôlées. En tout cas, ça consiste à partir d'observations, de formuler des hypothèses et ensuite de faire, mais comme tout scientifique qui expérimente, depuis Galilée, on sait ça, des allers-retours entre l'observation, qui va permettre donc l'observation des expériences. Ensuite, à partir de l'observation, on va induire ce qu'on appelle une modélisation ou des lois qui peuvent, on l'espère, s'ajuster à ces observations. Et puis, on va tester donc cette loi induite, cette hypothèse ou cette série d'hypothèses par un retour à l'expérience. Donc, l'activité du scientifique, ça consiste à faire des allers-retours entre l'observation, son expérience et ses connaissances, bien entendu. Ensuite, il y a une hypothèse ou une loi ou ce qu'on appelle plus globalement une modélisation. Et enfin, ensuite, on retourne à la réalité pour vérifier, en un certain sens,
la validité des modèles et des lois induites. Alors, les objectifs de la séance, je viens de les définir, mais je vais les préciser ici. Il s'agit, comme on l'a dit, de définir certains mots et concepts jetés dans les médias. Je dis bien jetés dans les médias. Alors, ainsi, donc à partir des derniers documents sources disponibles, je vous en ai déjà montré tout à l'heure, on va essayer de lire et d'interpréter. On va prendre du recul un peu, si possible, par rapport aux informations quotidiennes. C'est pour ça que je pense que la période de 1 semaine pour donner des informations, celle de Santé publique France, me paraît très pertinente par rapport au jour le jour qui fait qu'on a un peu le nez dans le guidon, quoi. Et puis alors je vais aborder, ça sera peut-être un petit peu coton, mais enfin je vais aborder les raisonnements statistiques dans leur diversité. Je dis bien dans leur diversité parce qu'il y a plusieurs façons de valider des hypothèses, il y a plusieurs façons de raisonner. Par exemple, comment savoir entre guillemets, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait qu'avec un certain degré de vraisemblance, si, par exemple, un traitement A est plus efficace qu'un traitement B, vous voyez un peu à quoi je fais allusion. S'il y a corrélation entre des événements, par exemple, est-ce que le fait d'aller dans certaines conditions, etc., dans les bars, dans les restaurants, et le fait d'avoir contracté le virus de la Covid a un lien, quoi, hein. Donc, y a-t-il corrélation entre des événements? Voilà ce que fait la statistique. Bon, le plan du cours, je ne vais pas vous l'infliger parce que ça pourrait vous affoler. Et donc j'arrive ici, on a établi avec Jacques, c'était une belle collaboration, très, très féconde, très riche, très intéressante, surtout qu'il n'était même pas à Marseille ces jours-ci, et on a établi un dictionnaire des mots, des gros mots, hein, des gros mots que vous entendez. Enfin, ça dépend de votre capacité à supporter ça, mais enfin que vous entendez sans doute trop souvent. Alors, il y a un mot que vous n'avez peut-être pas entendu, et pourtant c'est sûrement, pour les virologues, j'imagine, les épidémiologistes, peut-être l'un des plus importants, ce qu'on appelle la prévalence. La prévalence d'une maladie. Alors, c'est un exposé qui a pour support les mathématiques, donc évidemment, je vais introduire des notations de mathématiques. Voilà, par exemple, je vais appeler NPOP. On a une certaine population. Alors cette population, ça peut être très divers, hein. Ça peut être la population de la France, ça peut être la population de Marseille, ça peut être la population des gens qui vont à l'hôpital de la Timone. C'est une population. J'appellerai donc NPOP, grand NPOP, la taille de la population. Donc là, je vais un peu ralentir dans mon débit parce que je vais aborder des choses un petit peu techniques là. On appellera K une personne qui est infectée. Je n'aime pas du tout ce mot, mais enfin c'est comme ça qu'apparemment on les nomme. Donc les personnes infectées, on va dire par la Covid par exemple. Alors qu'on soit bien clair, un cas ou une personne infectée, c'est une personne qu'elle le sache ou pas. C'est-à-dire qu'elle ait fait un test ou pas, qu'elle présente des symptômes ou pas. Si elle présente des symptômes, alors on dit qu'elle est symptomatique, et si elle est infectée et qu'elle ne présente pas de symptômes, on dit qu'elle est asymptomatique. La définition de ce qu'on appelle un cas, ici, vis-à-vis par exemple du virus de la Covid, c'est une personne qui est porteur, qu'elle le sache ou pas, qu'elle présente des symptômes ou pas, de ce virus. Alors la prévalence à ce moment-là, eh bien, c'est une proportion, c'est le taux ou la proportion du nombre de personnes infectées, donc rapporté à la population étudiée. Donc ça, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas, en tout cas on le connaît éventuellement avec un certain décalage. Il y a des études qui ont été faites, il y a une étude qui est en cours d'ailleurs, de l'Institut Pasteur, qui a publié le 18 septembre, sur une période d'observation entre la mi-mai et le 20 juin, et sur 15 000 personnes étudiées, ce qu'on appelle la séroprévalence
alors la séroprévalence, je vais essayer de ne pas trop dire de bêtises, c'est la prévalence, mais dans son ensemble, c'est-à-dire dans la vie du patient. Si un jour il a rencontré le virus, on étudie ici, si vous voulez, le nombre de personnes qui, un jour, depuis entre la mi-mai, la fin du confinement, et puis le mois de juin, on étudie ici, l'Institut Pasteur a étudié ici, la proportion de personnes, une estimation de la proportion de personnes qui ont ou auraient contracté le virus. J'ai oublié de dire tout à l'heure que la prévalence, elle est en fait mesurée à un instant donné. Quand on a une maladie, enfin un virus qui dure un certain temps, qui n'est pas heureusement, on peut être porteur pendant une semaine ou 2 ou 3 ou plus, mais enfin ça dure un certain temps. Donc en fait, ce que j'ai donné comme définition de prévalence, les virologues vont sans doute me gronder parce que c'est pas exactement ça. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a le facteur temps qui intervient, mais on ne peut pas faire trop compliqué. Alors regardons cette séroprévalence. Donc je rappelle, c'est la proportion de personnes qui ont ou qui auraient, puisque c'est une estimation, été infectées par le coronavirus Covid-19, donc sur 3 régions de France. On regarde ici, l'Île-de-France est en rouge, et donc ce serait autour de 10%. Le Grand Est est en orange ocre, et ce serait autour de 9%. Et la Nouvelle-Aquitaine est en vert et ce serait autour de 3%. J'ai entendu également dire qu'en région sud, on aurait été autour de 8 à 9%, ce qui est plus sans doute que ce que les médias ont pu laisser entendre. Mais je n'ai pas confirmation de cette information, donc je vous la donne telle qu'elle est. La séroprévalence a été étudiée également par tranche d'âge, ce qui est intéressant, toujours sur les 3 régions en question. Et on voit par exemple que le mode, ce qu'on appelle mode statistique, c'est-à-dire le diagramme, le bâton le plus haut, si vous préférez, est la catégorie des 40-50 ans, qui aurait été jusqu'à 13%. Infectés, les moins de 40 ans, 11%, les plus de 70 ans, 4%, alors qu'ils ont constitué, on l'a su, on le sait, plus de 90% des décès. Mais ils ont constitué 4%, ils auraient, je dis auraient parce qu'il s'agit là d'une estimation, on ne peut pas exactement les compter tous. Voilà. Alors, on en arrive maintenant à la définition de certains termes que vous avez entendus, notamment l'incidence, le taux d'incidence. Alors, l'incidence, c'est ce que j'ai noté N-inc, c'est le nombre de nouveaux cas dans une population sur une période donnée. Alors, donc je dis bien le nombre de nouveaux cas dans une population sur une période donnée. On a donné par exemple la période d'1 semaine pour donner ce qu'on appelle alors le taux d'incidence, et le taux d'incidence c'est le rapport entre l'incidence, donc le nombre de cas dans une population durant la semaine ou la période, divisé par la taille, rapporté à la taille de la population totale. Oui ? Le phénomène est-il périodique ? Non, c'est juste l'intervalle de temps. C'est juste l'intervalle de temps. Alors, je continue dans les définitions. On va parler de tests, puisque, évidemment, on fait que ça en ce moment. Donc, on va noter donc, NT, le nombre de personnes testées dans une population pendant une certaine période. Donc, mettons la semaine, pendant 1 semaine, voilà. C'est ce que fait Santé publique France. On va noter N+, le nombre de personnes positives, testées positives dans cette période, dans cette donc, séquence d'1 semaine. On a alors le taux de positivité qui est la proportion que j'ai appelée T+, la proportion de personnes positives parmi les personnes testées. Alors, il se pose une question
ici, pendant que vous regardez sur la droite de la diapositive les notations, donc T+, c'est N+, divisé par NT, donc il s'agit ici de savoir faire des divisions. Donc le nombre de personnes positives sur le nombre total de personnes testées, et pareil pour les négatifs. Bon, il y a une question que j'ai mise en jaune là, mais je ne sais pas répondre, ça n'est pas de mon ressort de mathématicienne, c'est qui est positif? Je veux dire, sur quels critères dit-on que c'est positif? Est-ce que le critère est uniforme dans les laboratoires? Il semblerait que non, mais ceci dépasse mes compétences. Mais bien entendu, on est obligé d'en parler, puisque pour savoir, il faut savoir ce que l'on teste, quoi. Alors, on aborde la partie mesure et estimation. Voilà un bilan que je ne vous demande évidemment pas de lire dans le détail, mais qui donne, donc, pour ce qui concerne des mesures, des mesures réelles, des mesures donc, à la PHM. Donc il y a au 5 octobre, j'aurais pu mettre cette diapo tout à l'heure, mais j'ai mis des graphiques tout à l'heure. Et donc ici je parle de mesures, donc je mets les chiffres. Donc il y a 170 patients Covid, donc qui sont dans les secteurs Covid, sur les 200 lits disponibles à la PHM. Je n'ai pas les données des établissements privés, je ne sais pas si elles sont disponibles quelque part. Alors, que mesure-t-on? Alors, il y a ici une difficulté et je voudrais insister sur cette difficulté, c'est qu'en fait, il y a ce que l'on a mesuré et il y a ce qu'on voudrait mesurer, mais qu'on n'arrive pas à mesurer. Alors, je m'explique. Donc, Santé publique France et du coup les médias, les télévisions, la presse, etc. donnent ce qu'on appelle le taux d'incidence. Par exemple, en ce moment, il serait autour de 105 pour 100 000 habitants. Mais en fait, ça n'est pas le vrai taux d'incidence tel que je l'ai défini tout à l'heure. Alors je l'ai noté avec une notation un petit peu barbare, là, c'est T1, donc regardez sur la droite de la diapo, donc T1 pour Santé publique France, donc le taux d'incidence pour Santé publique France, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre N+ de personnes testées positives rapporté à la population totale. Mais rappelons-nous, et c'est marqué en dessous, le vrai entre guillemets, taux d'incidence, c'est le même dénominateur de la fraction, c'est-à-dire c'est bien le nombre total de personnes dans la population, mais au numérateur, c'est pas pareil. Au numérateur, c'est le nombre de personnes qui sont infectées par le virus à l'instant considéré, ou durant la semaine considérée. Donc, c'est bien évident que, puisqu'on ne peut pas tester tout le monde, c'est évident que le nombre de personnes testées positives est plus petit que le nombre de personnes réellement infectées en tout. Ce qui veut dire qu'on a probablement, très probablement, une sous-estimation du réel taux d'incidence. Ce qui nous permet de généraliser la question, quelles informations au fond nous donnent ces taux? Est-ce que ce sont des données fiables? Fiables en plusieurs sens, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont pertinentes pour nous apporter de la connaissance, et quelles sont les données manquantes qu'il faudrait avoir pour réellement avoir de la connaissance. Alors, par exemple, on peut se poser beaucoup de questions du genre, on voit par exemple dans le dernier bulletin que le nombre de cas confirmés est stable, ou à peu près, ou même il diminue, mais que le taux de positivité, lui, il a augmenté, il est passé de 6,4 à 7,6 par exemple. Il a donc significativement augmenté. On vous a dit, oh là là, le taux de positivité augmente. Mais en réalité, le nombre de nouveaux cas testés positifs, lui, il est plutôt stable. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le dénominateur n'est pas le même, parce qu'on a fait un peu moins de tests cette semaine que la semaine d'avant. Donc, est-ce que l'augmentation du taux de positivité est indicative? Oui, si la diminution du nombre de tests était neutre, c'est-à-dire si si le nombre de tests parmi les personnes positives, par exemple, est à peu près équivalent au nombre de tests parmi les personnes négatives. Mais si, par exemple, on a dit d'une semaine à l'autre,
les personnes sans symptômes, il est préférable de ne pas aller se tester pour laisser la place aux personnes avec symptômes. Il est évident que le taux de positivité va augmenter tout simplement pour cette raison-là. Bon, je passe sur encore un document qui est un petit peu lourd à écrire, à commenter. Donc c'est aussi un extrait du bulletin de Santé publique France. Donc vous avez les chiffres qui sont donnés, mais c'est très très complet. Il y a le nombre, ça donne par exemple le nombre d'actes SOS médecins pour suspicion Covid. Il y a par exemple une statistique qui est pas mesurée exactement, mais qui est estimée. C'est le nombre d'actes de médecins généralistes pendant une certaine semaine. On ne peut pas avoir la totalité de façon exhaustive, donc le nombre de retours des médecins généralistes. Donc en fait, il y a un réseau, une espèce d'échantillon représentatif de médecins généralistes, et le réseau, c'est assez amusant, il s'appelle Au Secours, c'est COSCOUR, et c'est donc un réseau qui s'appelle Au Secours. Il y a d'autres réseaux, Sentinelles, etc., qui permettent comme ça, les sentinelles qui permettent d'être un peu les espions de Santé publique France. Il y a des médecins généralistes qui sont un petit peu les espions. Alors, des indicateurs plus ou moins fiables, je laisse la parole à Catherine Hill, qui est une épidémiologiste et biostatisticienne éminente. Et voici ce qu'elle dit. Il faut faire attention avec le taux d'incidence, car plus vous allez dépister les gens, plus le nombre de cas positifs va être grand et plus ce taux va augmenter. Le taux d'incidence, défini comme le nombre de personnes testées positives rapporté au nombre d'habitants, dépend énormément du périmètre de la population testée. Si on ne teste que les personnes symptomatiques qui le sollicitent, on va sous-estimer considérablement la vraie incidence, qui est la fréquence des contaminations dans la population. Donc vous voyez que c'est ce qu'on disait, il y a des biais de jugement. Bon, histoire de se remonter un petit peu le moral, parce que la situation est quand même tendue, je ne sais pas si ça suffira à remonter le moral, mais regardons un petit peu ces deux graphiques. Le graphique A en bleu, c'est le nombre hebdomadaire au niveau de la France. Le nombre hebdomadaire, donc au niveau de la France, de nouvelles admissions à l'hôpital. Donc entre la semaine 27, c'est-à-dire, je pense, juillet, oui, sans doute, oui, juillet. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas sur la gauche du graphique, c'est que ça remonte dans l'autre sens, avec la première vague terrible, si vous voulez. Puis donc après, ça a baissé, puis là, ça remonte. Voilà. Il y a un bâton, le dernier, semaine 39, qui est plus bas que les autres. Est-ce que ça va être confirmé? On l'espère, mais rien ne permet d'en être sûr pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. Et puis vous voyez, c'est surtout pour ça que je vous le montre, c'est que les deux graphiques, alors le graphique orange, le graphique B, c'est la même chose, donc pour les mêmes semaines, et c'est toujours au niveau de la France, le nombre de personnes admises en service de réanimation. Et vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle une corrélation, on pourrait dire un ajustement presque, entre les deux graphiques. C'est tout à fait normal, puisque plus il y a d'hospitalisations en proportion, plus il y a de réanimation. Voilà. Alors là aussi, donc, il y a une amorce de baisse. Est-ce que ça va être confirmé? Pour le moment, c'est trop tôt pour le dire. Alors, regardons également ce graphique. Il s'agit ici du nombre hebdomadaire de nouveaux décès. Alors, toujours pareil, sur les semaines, disons, juillet jusqu'à octobre. Alors, on voit qu'il y a eu un énorme pic au mois d'avril, dans la deuxième quinzaine d'avril. Et puis, donc, la partie qui est encadrée avec le rectangle bleu sur le graphique de gauche représente en fait les semaines entre le 1er juin et le 29 septembre. Donc, si vous voulez, la totalité du graphique, c'est entre mi-avril et puis fin septembre. Et puis la partie qui est encadrée avec le rectangle bleu et qui est agrandie
et tant mieux s'il faut l'agrandir pour la regarder. La partie donc, qui est agrandie sur le graphique de droite, c'est le nombre de décès entre le 1er juin et puis le 29 septembre. Donc voilà où on en est pour le moment. Alors on peut le voir également d'une autre façon, c'est-à-dire au lieu de prendre des diagrammes avec des bâtons, on peut regarder, c'est ce que ça fait l'université Johns Hopkins, avec des courbes de cas cumulés. Donc ici on a la courbe qui est en marron, c'est les cas confirmés en France, j'imagine. Oui. Oui, c'est ça, en France. Donc les cas confirmés, vous voyez qu'il y a une nette augmentation à partir du mois d'août. La courbe qui est toujours dans le graphique d'en haut, chiffres cumulés, la courbe qui est en noir, ce sont les 32 445 morts au 5 octobre. Donc vous voyez la tendance pour les décès. Et puis si on regarde les chiffres quotidiens, c'est-à-dire au jour le jour, eh bien vous avez également les deux courbes, les cas confirmés par test, j'imagine, et puis décès, mais cette fois au jour le jour. Donc vous voyez différentes représentations qui permettent d'avoir une idée de la tendance. Voilà, donc si je résume, qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on ne mesure pas? Eh bien, donc, commençons par ce qu'on ne mesure pas, c'est-à-dire ce qui nous manque, ce qu'on aimerait bien avoir, mais on ne les a pas. Donc, c'est le taux d'incidence réel donc dans la population, on l'a dit. La séroprévalence réelle, c'est-à-dire le taux de personnes ayant été infectées dans la population, on n'a pas non plus, on l'aura peut-être, on en aura des estimations dans quelques semaines ou dans quelques mois. Alors, si la statistique, ça ne lui fait pas peur de ne pas avoir des résultats complets. Hein. Par exemple, quand on fait des sondages sortis des urnes suite à un vote, on n'a évidemment pas, à 20h pile, on n'a pas dépouillé tous les bulletins de vote. Et pourtant, on a des estimations qui sont proches de la réalité, en général, en France en tout cas. Et on n'a pas besoin de dépouiller tous les bulletins. Donc, mais seulement, on a besoin d'avoir un échantillon représentatif, c'est-à-dire un échantillon qui soit une photographie à l'instant T de la population. Or, ce n'est pas le cas, on l'a dit tout à l'heure, pour la population des testés qui n'est pas... Alors, excusez-moi, la population des personnes testées, on n'a pas d'échantillon représentatif, donc on ne peut pas, au sens de la statistique, faire une vraie estimation. Parce que dans ce cas-là, ce serait bien, on donnerait une estimation avec marge d'erreur contrôlée, ce que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Alors, juste pour préciser les choses, voyons les taux qui ont été mesurés. J'ai commencé par ce qu'on n'arrive pas à mesurer. Ce qu'on arrive à mesurer, c'est le taux de testés, le taux de personnes testées. Donc, actuellement, on en est à 1,3% de la population par semaine. Si vous faites à peu près 1 million de tests divisé par, bon, je schématise 60-65 millions d'habitants, ça doit donner à peu près 1,3%. Donc, le taux d'incidence, je le mets entre guillemets pour les raisons que j'ai développées largement. Donc, rapporté aux testés, c'est 105, enfin c'était 105 la semaine en question, la semaine dernière, pour 100 000 habitants. Donc, 105 pour 100 000 habitants, ça fait du 0,105%. Et le taux de positivité, c'est-à-dire, je rappelle, le nombre de personnes testées positives divisé par le nombre de personnes testées, c'est ce que je note P de T+. Alors, ça m'arrange d'avoir la lettre P, l'initiale P comme proportion ou P comme probabilité. Je vais tricher un petit peu et l'assimiler à une probabilité. Ça n'est pas exactement au sens mathématique une probabilité, mais disons que c'est une proportion, et ça tout le monde comprend. Donc la proportion de testés positifs, c'est le rapport, donc le quotient entre
le nombre de personnes positives et le nombre de personnes testées, et il s'agit ici de 7,6%. Bon, alors là, on entre dans le dur. Est-ce que j'ai ma montre, là, quelque part par là? Oui. Alors, on entre un peu dans le dur. Dans le dur, ça veut dire qu'on va essayer de faire des mathématiques, quoi. Alors, quand j'avais des étudiants à qui je faisais des cours de probabilité, et même les lycéens, quand ils commencent assez jeunes à faire des probabilités, ils aiment bien ça, les arbres de probabilité, parce que, alors, lisons ensemble, faisons une petite lecture, données Santé publique France, le 1er octobre, dans le bulletin. Je n'ai rien inventé, je fais juste que recopier. Et vous allez voir qu'il faut lire lentement la phrase, sinon c'est très compliqué. Donc je vais la lire lentement. Parmi les testés, 65% se déclarent sans symptômes. Je parle donc de la semaine du 27 septembre. Voilà. Donc dans la semaine qui démarre le 27 septembre, il y a des personnes qui ont été testées. Et donc parmi les personnes testées, 65% se déclarent sans symptômes et représentent 38% des positifs. Le taux de positivité chez les symptomatiques est de 13,4%. Le taux de positivité chez les personnes sans symptômes est de 4,4%. Et enfin, le taux de positivité est de 7,6%. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ça, j'ai pourtant l'habitude de lire des données chiffrées, mais c'est quand même un peu dur. Alors, si on fait une représentation par arbre, parce que vous voyez, il y a des branches là, donc sur le graphique que vous voyez à droite. Alors, en haut, ce serait plutôt un arbre genre baobab, avec des racines, un arbre qui tombe, quoi. Donc, les racines sont en haut. Et donc, vous avez donc en haut, la partie grise, là, vous avez les personnes testées. Donc, pour simplifier les chiffres, j'ai mis 10 000 personnes testées. Alors, 10 000 personnes testées, il y en a donc 65% en bleu sans symptômes. Donc, ça fait 6 500 personnes qui vont se faire tester alors qu'ils n'ont pas de symptômes. Donc, ils veulent aller à un mariage, ils veulent aller à un séminaire, ils veulent aller voir leur grand-mère. Enfin, bon, ils vont se faire tester pour une raison ou une autre. Et puis, de l'autre côté, en marron, il y a les 35%, donc, c'est le complément à 65%. Donc, il y a 35% de personnes qui vont se faire tester avec des symptômes, ce qui représente 3 500 personnes. Et alors ensuite, il suffit de continuer les branches de l'arbre. Que nous dit Santé publique France ? Il nous dit que le taux de positivité pour les personnes symptomatiques, c'est 13,4%. Donc, vous voyez à l'extrême gauche de la diapo, les personnes avec symptômes en... Qu'est-ce que c'est cette couleur-là ? Marron, quoi, rose, je ne sais pas. Donc, les personnes avec symptômes, là, les 3500 personnes avec symptômes, il y en a 13,4% qui sont positifs, et donc les autres, les 4 en vert, 86,6, sont négatifs. Donc, vous avez tout de suite, en prenant une petite calculatrice, vous avez le nombre de personnes positives. Parmi les personnes avec symptômes, vous avez donc 469 positives. Et puis de l'autre côté, on fait ça pour chaque... On a les deux branches qui se dédoublent en 4. Et donc vous avez en bleu, de l'autre côté, vous avez les personnes sans symptômes. Donc les personnes sans symptômes, donc elles sont 4,4%. Donc la statistique rouge, elle est donnée par Santé publique France, et du coup, vous avez les autres, les 95,6% qui se font le complément. Et vous avez donc, on peut s'intéresser par exemple au nombre total de positifs. Alors le nombre total de positifs, ce sont ceux qui sont positifs avec des symptômes, donc les 469 T+, ça c'est dans la case orange, là, rose. De l'autre côté, il y a l'autre case des positifs sans symptômes. Donc, vous en avez 286. Et puis, la totalité, donc ici, je vais peut-être montrer, vous voyez. Donc, ici, la totalité des positifs, donc les T+, là, si vous ajoutez 469 et 286,
Hein. Si vous ajoutez donc 469 et 286, ça vous fait 755 et ça vous fait bien 755 sur 10 000. J'ai l'impression de jouer aux chiffres et les lettres là. Mais ça fait bien 755 sur 10 000, c'est-à-dire 7,55%. Donc le taux de positivité, à quelque chose près, annoncé par Santé publique France. Vous voyez ? Donc la représentation par arbre et par probabilité permet de donner une vue. Donc je répète, franchement, les élèves et les étudiants, ils aiment bien ça parce qu'ils voient vite et ça permet de faire plein de calculs après. Alors voilà, bon, donc tant que j'y suis, je donne les notations qui vont apparaître un petit peu après pour la partie un peu lourde, la partie vraiment mathématique. Donc, bon, on a dit que le taux de positivité, c'est 7,55%. Ben, je le note P de T+, proportion P comme proportion ou comme probabilité de T+. Alors, je vais également appeler S les personnes avec symptômes, là, et donc le taux de personnes avec symptômes, ben, je l'appelle P de S. Hein, je parle des personnes qui se présentent au test avec des symptômes. Hein. Alors, bon, on voit ici apparaître évidemment une difficulté qui n'est pas d'ordre mathématique, mais qui est d'ordre, disons, médical. C'est que S, donc avec symptômes, ça peut désigner des réalités très différentes. Est-ce que les symptômes, c'est toux plus fièvre? Est-ce que c'est toux plus fièvre plus perte d'odorat? Est-ce que c'est toux plus fièvre plus perte d'odorat plus perte de goût? Enfin, vous voyez, donc évidemment, le faisceau de symptômes a une influence sur la qualité d'être symptomatique ou pas. Hein. Voilà. Alors, on va un petit peu préciser d'autres notations. Donc, Santé publique France, je l'ai écrit en bas de la diapositive, donc dit, parmi les personnes testées, ceux qui se déclarent sans symptômes représentent 38% des positifs. Donc, je répète, parmi les personnes testées, ceux qui se déclarent sans symptômes représentent 38% des positifs. Bon, ben ça, c'est compliqué à comprendre. Mais si on utilise les notations que j'ai notées ici en rouge, donc il s'agit de quoi? Il s'agit de la proportion donc, de personnes avec symptômes parmi les personnes positives. Proportion de personnes avec symptômes parmi les personnes positives. Je vous remontre l'arbre, on le voit tout de suite. Donc, proportion de personnes avec symptômes, donc c'est cette zone-là, avec symptômes, et celles qui sont positives, elles sont là, elles sont 469. Donc la proportion, eh bien, c'est donc 469 sur le nombre total de positifs qui est 755. Donc la proportion de personnes avec symptômes positifs, par rapport au nombre total de personnes positives, eh bien, ça va être 469 sur 755. OK ? Bon, j'espère que vous n'êtes pas noyés. Eh bien, cette proportion-là, donc on trouve 62%. Si on divise 469 par 755. Et cette proportion-là, ben, je l'ai surlignée en rouge et on va la noter avec une barre verticale et on va dire c'est la proportion de personnes avec symptômes parmi les personnes testées positives. Et vous voyez l'efficacité de la notation mathématique, c'est que ce qui est surligné en rouge, là, sur fond rouge, eh bien ça représente ce qui est toute la phrase rouge, quoi, hein. Donc la proportion de personnes avec symptômes parmi les personnes positives, on va le noter P de S sachant T+, et ça fait 62%. Alors, si je dis à l'inverse, vous allez comprendre peut-être un peu de travers, mais c'est une formule un peu inverse qui va donner, alors accrochez-vous un peu, la proportion, cette fois-ci, de personnes positives parmi les personnes avec symptômes. Donc, parmi les personnes avec symptômes, la proportion de personnes positives. Retournons à l'arbre. Donc, parmi les personnes avec symptômes,
donc cette fois-ci, on remonte d'un étage sur la branche. Là, on est ici, proportion de personnes avec symptômes. Quelle est la proportion de personnes positives? Eh bien, c'est donné par Santé publique France et c'est 13,4%. Vous voyez, donc on a bien traduit ce qu'on voulait dire. Donc, parmi les personnes avec symptômes, il y a 13,4% de personnes qui ont été testées positives. Donc c'est normal, juste une parenthèse, mais 13,4% avec symptômes, c'est plus grand que les 7,6% en général. Évidemment, on se doute bien que si on a des symptômes, on a plus de chances ou de risques d'être testé positif que si on n'en a pas. Alors je reviens sur mes notations. Regardons bien cette fois-ci les notations en jaune, donc surlignées en jaune, la proportion de personnes positives parmi les personnes avec symptômes. Et là, on va noter ça avec la même économie de gestes, j'allais dire, ou d'encre, ou de caractères. Et on le note donc, toute cette phrase qui est en jaune, pof, elle se réduit à ce qui est réduit dans la formule, P de T+. Alors on dit sachant S. Ça veut dire la proportion ou la probabilité la proportion, je vais dire tout simplement, de personnes positives, testées positives parmi les personnes avec symptômes. Et vous voyez que les deux ne sont pas du tout du même ordre de grandeur, heureusement. On va le voir un peu plus loin, heureusement. Alors, ce qui change dans ces proportions, en fait, c'est le dénominateur, parce que dans la rouge, le dénominateur, c'est les nombres de personnes positives, alors que dans la jaune, le dénominateur, c'est le nombre de personnes avec symptômes. Mais par contre, le numérateur, lui, il ne change pas. Parce que le numérateur, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui sont à la fois symptomatiques et positives. Mais symptomatique et positive, c'est la même chose que positive et symptomatique. Donc en fait, on a dans ces deux proportions, celle que j'aurais dû noter en jaune, la deuxième là, donc ces deux proportions, il y en a une qui a le dénominateur, donc nombre de T+, l'autre qui a comme dénominateur nombre de S, nombre de symptômes, mais les numérateurs sont les mêmes, c'est le nombre de personnes à la fois positives et avec symptômes qui vont se présenter au test. Alors, bon, c'est peut-être à cette heure-ci, je vous en demande beaucoup, mais enfin, quand on a deux fractions avec le même numérateur, eh bien, ce numérateur, on l'a dit, c'est le nombre de personnes qui sont à la fois symptomatiques et positives, donc c'est ce que j'ai appelé grand N de S et T+. Eh bien, du coup, comme la proportion de S parmi T+, c'est le quotient de N et T+, divisé par N de T+, on a cette égalité. Bon, pour vous dire les choses peut-être plus simplement, si vous avez 3 qui est égal à 6 divisé par 2, d'accord ? 3 est égal à 6 divisé par 2, alors 6 est égal à 3 multiplié par 2. C'est-à-dire que d'une division, on peut fabriquer une multiplication. Donc c'est juste ça que j'ai fait. Donc le nombre de personnes à la fois S et T+, c'est à la fois donc, P de S sachant T+, fois N de T+. D'accord ? Ça, c'est la première proportion. Donc là, j'ai fait du 6 divisé par 3 égale 2, et dans l'autre, je fais 6 divisé par 2 égale 3. Vous voyez ? Donc dans tous les cas, vous avez 6 est égal à 3 fois 2 ou 2 fois 3. C'est juste ça qui est écrit. Un peu plus compliqué, mais c'est juste ça qui est écrit. Bon, et alors on est presque arrivé. On est presque arrivé à une espèce de merveille des mathématiques et surtout des probabilités. Tous les étudiants en médecine en première année, ils sont passés par là. Et tous les lycéens pratiquement qui font un bac scientifique sont passés par là. C'est la formule de Bayes qui est, alors c'est le mathématicien qui vous parle, le mathématicien il va dire c'est joli.
Quand il y a de la symétrie, quand il y a une certaine harmonie, le mathématicien, il trouve ça joli. Voilà. Alors, je ne vous demande pas de partager le joli, mais en tout cas, avouez quand même que cette formule, elle a quand même une certaine allure. C'est ce qu'on appelle la formule de Bayes ou inversion de Bayes. Vous voyez pourquoi inversion? Parce qu'on a changé on a permuté les lettres. Hein, on a permuté les lettres, c'est une espèce de magie des mathématiques, quoi. Alors, regardons, il y a combien de termes dans cette formule? Il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Hein, il y a une égalité, il y a un terme fois l'autre égale un terme fois l'autre. Bon, il y a donc 4 termes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si on en a 3, on a le 4e. Et souvent, c'est le 4e qui manque. Bon, là, je vous épargne ça. Ceux qui sont aficionados des formules mathématiques, vous regarderez sur le document, mais là, franchement, non, je ne peux pas vous faire ça, vous êtes gentils, vous êtes venus, tout ça. Voilà. Alors, comment appliquer ça au raisonnement médical? Eh bien, on voit bien que les choses vont être différentes. Voilà, je me place dans une situation de médecin, voilà, je suis médecin. Donc, j'ai appris durant mes études, durant mes stages, durant toute ma vie de médecin, j'ai appris que pour avoir une certaine maladie, en général, il y a un faisceau de symptômes. Voilà. Donc, étant donné une infection, je dirais plus généralement une infection plutôt que maladie, on a donc une observation de symptômes. Donc ici, qu'est-ce que je note par P de S sachant M? Si vous avez suivi ce que je viens de vous dire il y a 2 minutes, c'est en fait la probabilité d'avoir l'infection quand les symptômes sont là. Et dans l'autre sens, et c'est ça qui intéresse le patient, c'est la probabilité d'avoir l'infection quand les symptômes sont là. Et les deux ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, si les observations de symptômes sont maux de tête, fièvre, raideur de la nuque, le médecin peut éventuellement, et le malade et le patient avec, se dire « oula, peut-être méningite ». Ou bien, s'il y a perte d'odorat, toux, fièvre, etc., on peut se dire « est-ce qu'il y a Covid ?» Donc, ce qui intéresse à la fois le médecin et le patient, c'est quoi? C'est pas la probabilité d'avoir les symptômes quand la maladie est là, ou l'infection est là. C'est la probabilité d'avoir la maladie quand les symptômes sont là. On est donc bien d'accord. Et alors la formule de Bayes, parce que les mathématiciens, ils sont paresseux. Une fois qu'ils ont démontré une formule, après, pof, il suffit de la générer, quoi, hein, de la faire tourner. Et alors la formule de Bayes en médecine, ça donne ça. Ça donne ça avec qui va relier, si vous voulez, de façon claire, systématique, la probabilité d'avoir les symptômes par rapport à la maladie ou par rapport à l'infection, selon l'infection, et la probabilité d'avoir la maladie quand on a ces symptômes. Par exemple, si je prends l'exemple qui nous a occupé depuis tout à l'heure, là, avec cet arbre-là, on a la probabilité d'avoir les symptômes, d'être symptomatique, si vous voulez, parmi les personnes infectées, ou personnes testées infectées, ce qui n'est pas tout à fait pareil, c'est 60%. On appelle ça le degré de vraisemblance des symptômes si on a l'infection. Mais ce n'est pas du tout pareil que la probabilité d'avoir l'infection quand les symptômes sont là, heureusement. Parce que la probabilité ici, elle est de l'ordre de 13%. La probabilité, 13%, c'est parce que c'était les 13% de probabilité d'être testé positif parmi les personnes qui se sont présentées avec des symptômes. Donc, alors je répète que ces probabilités, bien sûr, dépendent du contenu de ce qu'on met dans symptômes, mais il est évident qu'il ne faut pas confondre les deux et il ne faut pas s'affoler non plus pour rien. Hein. Alors, on va encore généraliser, parce que la formule de Bayes, ça donne lieu à ce qu'on appelle en médecine le raisonnement bayésien. Et le raisonnement bayésien, c'est basé sur le fait qu'un savant,
un scientifique, avec son expérience, avec les observations qu'il a faites, avec tout son passé de chercheur, etc. Il a fait des observations, et à partir de ces observations, il va induire une hypothèse. Il va dire, par exemple, je pense que la molécule machin, elle va sans doute, elle a l'air de marcher, de soigner ou de soulager ou de guérir, enfin bref, une certaine pathologie. Bon, donc, que va faire le savant en question? Eh bien, il va essayer d'affiner son hypothèse petit à petit. Il va affiner son hypothèse en modifiant éventuellement le traitement s'il voit que ce n'est pas tout à fait celle-là qui convient, il va l'associer à d'autres molécules, etc. Mais il n'aura toujours pas une certitude, jamais de toute façon, il n'aura jamais une certitude. Par contre, il aura une certaine foi. Il aura une certaine foi, c'est une affaire de croyance, cette foi étant basée sur une espèce de probabilité d'avoir raison. Je dis ça de façon très schématique. Ce qu'on appelle le degré de vraisemblance d'une hypothèse suite aux observations, à ne pas confondre avec le degré de vraisemblance d'une observation sous cette hypothèse. Alors, là, mine de rien, je vous ai parlé de l'une des façons que l'on a de tester de savoir, pas tester, mais de savoir avec plein de guillemets, de savoir si une molécule ou si une hypothèse est valide par le raisonnement bayésien. Alors, ce n'est pas la seule méthode, et on nous a dit même qu'il n'y avait pas que cette méthode, il y avait même seulement une méthode pour tester si un médicament est plus efficace qu'un autre. On a dit qu'il faut faire des comparaisons de groupes en testant un groupe. Je vais y venir dans un instant, mais d'abord, je voudrais m'arrêter sur la notion d'hypothèse. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse ? C'est aussi un mot qui a éventuellement plusieurs significations. Par exemple, pour le mathématicien, une hypothèse, c'est si le triangle est rectangle, hypothèse, alors la somme des carrés des côtés est égale au carré de l'hypoténuse. Bon, voilà, ça, l'hypothèse pour le mathématicien, c'est ça, le triangle est rectangle. Alors que l'hypothèse pour un physicien ou pour un scientifique ou pour un biologiste ou pour un médecin, c'est pas ça. L'hypothèse, c'est ce qu'on appelle au fond, pour dire les choses simplement, un pari de généralisation. Et là, je cite, parce que je trouve que c'est une référence devant laquelle on est tout petit, tous autant qu'on est, c'est Henri Poincaré, dans son livre « Science et hypothèse ». Et donc, je lis lentement avec vous cette phrase. « Expérimenter, c'est poser une question. Et on ne conçoit jamais une question sans l'idée qui sollicite la réponse. Je considère donc, en principe absolu, que l'expérience doit être instituée en vue d'une idée préconçue. C'est qu'il ne suffit pas d'observer, il faut se servir des observations, et pour cela, il faut généraliser. Qu'est-ce donc une bonne observation ? C'est celle qui nous fait connaître autre chose qu'un fait isolé, c'est celle qui nous permet de prévoir, c'est-à-dire celle qui nous permet de généraliser. Eh bien, la statistique par test d'hypothèse, on va le voir, je surveille l'heure, la statistique par test d'hypothèse va nous permettre, avec un risque de se tromper contrôlé, de valider ou pas un modèle. Alors, je prononce le mot de modèle, pas très souvent dans cet exposé. Je pense, si j'ai le droit de revenir en d'autres conférences un peu plus tard, il y aurait moyen, il y aurait matière à faire tout un exposé sur qu'est-ce que c'est qu'un modèle. Ce n'est pas simple du tout. Mais enfin, disons ici, ce qui nous intéresse. Je prends l'acception assez simple de modèle qui est tentative d'expliquer un phénomène. Alors, le fameux raisonnement par comparaison de groupe. Donc, on vous a dit, oulala,
il faut 2 groupes, etc. Bon, alors d'abord, les groupes, c'est extrêmement important de commencer par ça, c'est qu'on va donc constituer 2 groupes. Il y a un groupe qu'on appelle le groupe traité ou le groupe de cas. Je n'aime toujours pas cette expression de cas, mais c'est comme ça. Et puis, il y a ce qu'on appelle le groupe de contrôle ou groupe témoin. Par exemple, le groupe de cas, c'est un groupe de patients traités avec un médicament A. Alors, les personnes en question, et c'est très important de le dire, sont tirées au sort dans la population des personnes qui prennent ce médicament. Et le deuxième groupe, le groupe contrôle, c'est le groupe traité avec un médicament B. Bon, alors, comme le dit Henri Poincaré, on a une idée préconçue. On a l'idée préconçue que le médicament A va être plus efficace que le médicament B. Bon. Donc, la question qui est posée, c'est celle-ci. Le traitement, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus. Le traitement B est-il plus efficace que le traitement A? Bon, peu importe d'ailleurs dans quel sens. On va faire un raisonnement qui est un petit peu bizarre, que les mathématiciens appellent, ou les logiciens appellent un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire que pour valider une hypothèse, eh bien, on va essayer de rendre absurde son contraire. C'est-à-dire ici, on va appeler hypothèse nulle l'hypothèse que le traitement B est aussi efficace que le traitement A. Une autre question que le statisticien va pouvoir résoudre dans des limites qu'il faudra expliciter, y a-t-il indépendance statistique, par exemple, entre être gros fumeur, je mets plein de guillemets là aussi, il faut préciser ce qu'on entend par là, et avoir un cancer des bronches? Eh bien, l'hypothèse nulle, c'est, non, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'influence. Alors, évidemment, c'est dans un sens et pas dans l'autre. Il n'y a pas d'influence entre le fait de fumer beaucoup et puis d'avoir un cancer des bronches. Alors, pour vous donner une parenthèse historique qui est extrêmement éclairante, eh bien, je me réfère aux travaux de Nathan et Hill. Alors, je pensais que c'était Hill, parce que l'étude a été faite en Grande-Bretagne, mais il s'avère, en tout cas, si le portrait que j'ai lu dans Libération il y a quelques jours ne comporte pas d'erreur, mais Hill, il s'agit bien de la même personne, ou il s'agirait bien. Donc, je m'abrite derrière l'enquête de Libération. Il s'agirait bien de la même personne, Catherine Hill, qui n'est pas toute jeune, qui a 74 ans, et qui est donc à l'origine de ces travaux qui ont montré de façon, alors non pas que le fait d'être gros fumeur est une cause de cancer, parce que la cause en statistique c'est extrêmement difficile à établir, mais en tout cas une corrélation tellement dingue que, pour commencer, les médecins, paraît-il, ont arrêté de fumer, et puis il y a eu un long processus de prise de conscience qui s'est concrétisé, mais 30 ans plus tard, par les lois anti-tabac. Donc, vous voyez que... je vais le dire après. Alors, je vais prendre comme un exemple, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je vais prendre comme exemple un exemple extrêmement récent, très sensible, puisque je vais prendre l'exemple de la liaison éventuelle, de la corrélation entre le fait d'être positif au Covid et puis d'avoir fréquenté bars et restaurants avant. Alors, donc, je rapporte ici ce que j'ai entendu ou ce que j'ai lu, et vraiment ça a été dit et répété, y compris par un médecin, une médecin de Marseille par exemple, qui a dit le 26 septembre sur France Inter, le matin, à la matinale, une étude montre que les gens malades du Covid
ont fréquenté les restaurants 2,8 fois plus que les autres et les bars 4 fois plus que les autres. Alors moi, dans un premier temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis dans un deuxième temps, je me suis dit, est-ce que c'est pertinent de poser la question dans ce sens-là? Alors, je vous donne différentes interprétations de cette phrase. Ça peut vouloir dire, parmi les gens malades, il y a 4 fois plus de personnes ayant fréquenté les bars que de personnes ne les ayant pas fréquentés. Ça peut vouloir dire, et on a vu qu'il ne fallait pas confondre les deux, parmi les gens ayant fréquenté les bars, il y a 4 fois plus de personnes malades que de personnes non malades. Je précise malade parce que je vais préciser après l'enquête qui est à la source de ça, mais il s'agit bien de personnes symptomatiques qui sont allées se faire tester. Ça peut être aussi, la troisième interprétation, ça peut être que les gens malades et ayant fréquenté les bars sont 4 fois plus nombreuses, ou nombreuses, que les personnes n'ayant pas fréquenté les bars et non malades. Vous voyez, donc on peut combiner des tas d'interprétations comme ça. Ça peut même être autre chose que ce à quoi j'ai pensé. Peut-être vous pensez à d'autres interprétations. Bon. Et donc, je me suis dit, mais parmi toutes ces interprétations, il y en a qui n'ont aucun intérêt, quoi. Je vais essayer de préciser. Donc, en fait, après petite enquête, et c'est confirmé par le journal Le Monde qui a mené véritablement l'enquête ce week-end, et il s'agit bien d'une étude américaine qui a été faite en juillet sur 314 personnes qui sont venues spontanément se faire tester. Elles sont venues spontanément se faire tester, et donc l'étude précise que ce sont des personnes de plus de 18 ans symptomatiques. Donc, l'étude a été faite donc, par des statisticiens, j'imagine. Ensuite, donc, il y a eu 154 personnes testées positives qui constituent ce qu'on appelle le groupe K, le groupe de cas, à comparer avec le groupe témoin, 160 personnes testées négatives. Et donc, elles ont en fait été, ou pas, exposées à un risque potentiel qui est être allées au restaurant dans les 15 jours précédant le test. Alors, j'ai rassemblé dans le tableau que vous voyez les résultats de l'étude. Alors, vous voyez, c'est un tableau, comme on dit, à double entrée. Donc, dans les colonnes, il y a les cas testés, enfin les cas et les cas de contrôle, donc les positifs et les négatifs. Et puis, dans les lignes, vous avez ceux qui sont allés au restaurant, ceux qui ne sont pas allés au restaurant. L'étude ne dit pas combien de fois ils sont allés au restaurant, si le restaurant avait une terrasse, l'étude ne dit rien de tout ça. Et donc, il y a des statistiques là, qui sont là. Bon, j'ai utilisé les symboles R, T+, T-, pour indiquer simplement les choses. Et donc, vous voyez, par exemple, on ne va pas y passer des heures, mais enfin, vous voyez, par exemple, que le nombre de personnes qui sont allées au restaurant dans les 15 jours avant et qui sont positives, il y en a 63. Et puis, il y en a un peu moins de négatifs. Il y en a 44. Et puis, pour les personnes qui ne sont pas allées au restaurant, il y en a 91 qui sont positives et puis 116 qui sont négatifs. Alors, c'est compliqué de lire un tableau comme ça, parce que vous voyez bien que ce qu'on appelle les marges parce qu'elles sont à la marge, là, en gris, les marges ne sont pas les mêmes, parce que le nombre de personnes qui sont allées au restaurant, ce n'est pas le même que le nombre de personnes qui ne sont pas allées au restaurant. Donc on se dit, ah mais zut, alors comment on va comparer ça, quoi? Alors, bon, là c'est un peu l'horreur, mais ce que va faire le statisticien, c'est faire à partir du vrai tableau, ce qu'on appelle les observations. Voilà, c'est le premier tableau qu'on a remis ici en haut. Eh bien, ils vont faire un autre tableau sous l'hypothèse, ça veut dire au cas où, en admettant qu'il n'y a aucun lien entre restaurant et puis Covid. Je dis les choses très, très, très simplement.
Et alors on obtient ce qu'on appelle une espèce de tableau théorique où malheureusement les gens sont coupés en deux, vous voyez 52,5, 54,5. Pourquoi? Parce qu'on a fait des calculs au prorata, si vous voulez. Hein. Donc le nombre de gens positifs au prorata de ceux qui sont allés au restaurant par rapport au nombre total. Enfin, voilà, on fait un calcul, on fait des règles de 3, toutes bêtes, comme s'il n'y avait aucune liaison entre les caractères. Et alors après, on est bien malin parce qu'on regarde les tableaux et on se dit, bah oui, mais alors bon, est-ce que on voit bien qu'il y a des écarts. On voit bien que par exemple, en haut, là, on a 63, alors que dans l'autre, on a 52,5. Bon, on voit bien qu'il y a des écarts. Mais la question, c'est, est-ce que ces écarts sont suffisamment grands pour être significatifs et pour signifier qu'effectivement, le tableau... On a dans l'idée que le deuxième tableau, ça ne va pas. Hein. On a dans l'idée qu'il y a effectivement un lien entre être allé au restaurant et puis Covid. Donc, on a dans l'idée que le deuxième tableau, il va falloir montrer qu'il est trop loin du premier tableau. Et donc, on va mesurer des écarts. Et là, je vous la fais courte, parce que les statisticiens, donc, ils font un calcul un peu savant d'un écart, qui s'appelle, pour ceux qui veulent le savoir, l'indice du Qui2, et qui consiste à comparer les carrés des écarts. Pourquoi les carrés? Parce qu'on pourrait avoir des compensations, s'il y en a 5 de plus là, mais 5 de moins là, bon, ça pourrait être invisible dans la totalité, et on pourrait donc du coup ne passer à côté de différences. Donc on prend les carrés des écarts, bon bref, donc c'est un petit peu complexe, mais disons que c'est un indice qui permet, je passe là-dessus, donc, et je vais passer aussi là-dessus, parce que c'est trop compliqué. Donc, on calcule un écart à l'aide d'un indice, et puis ensuite, eh bien, il faut prendre une décision en fonction de ce que l'on a. Et là, les statisticiens disposent de tables de probabilité, et on lit sur les tables que la probabilité de dépasser l'écart qu'on a calculé, l'indice du Qui2, est de 1,5%. Donc, autrement dit, si nous étions sur cette hypothèse nulle, si le taux d'infection était indépendant de la fréquentation des bars, eh bien, la probabilité de dépasser cette valeur, la valeur de l'indice, elle n'est que de 1,5%. Donc, autrement dit, les probabilités ne nous disent pas que c'est impossible, mais que c'est quand même très peu probable. Alors, dans ces cas-là, le statisticien, il rejette l'hypothèse nulle d'indépendance, et donc sur la base de cette étude, aller au restaurant et être testé positif 15 jours plus tard, eh bien, ça paraît significativement lié. Est-ce que pour autant, parce que remettons-nous dans la situation, donc les bars et les restaurants, brutalement, on ne peut pas dire les choses autrement, fermés. Donc, sur la base de cette étude, il n'y a pas eu de tirage au sort, puisque les gens se sont spontanément présentés. Ce sont des personnes symptomatiques, qui ne représentent pas non plus, donc des personnes qui ressentaient des choses et qui ont voulu en avoir le cœur net. Les conditions de restauration ne sont pas prises en compte, le nombre de passages au bar et au restaurant n'est pas pris en compte. Et alors, pour l'étude sur les bars, n'en parlons pas. Quand je dis que c'est une étude, là pour moi, pour l'étude sur les bars, c'est, excusez-moi, une étude en bois, parce que l'étude a été faite sur 21 personnes. Mais, cependant, et je ne vais certainement pas m'engager dans un pronostic, ça n'est absolument pas dans mes compétences de vous dire si on a bien fait ou pas, surtout que d'autres études vont dans le même sens, pour la bonne raison que quand on mange et qu'on boit, on enlève son masque, et que imaginez que dans les restaurants du quartier centre-ville, par exemple, il y ait des employés qui sont toute la journée masqués, mais qui vont au restaurant et qui enlèvent leur masque. On peut imaginer, sans avoir besoin de se référer à une étude
quelle qu'elle soit, que le bon sens conduit à se dire qu'il y a sans doute quand même un risque élevé, ou plus élevé en tout cas, en allant au restaurant. Voilà, donc ce que je mets en évidence ici, c'est que, oui, ce que j'ai dit aussi, c'est que ce qui m'incite, moi, en tout cas, à contester l'étude pour justifier quelque chose, pour justifier une décision qui est lourde, je répète, c'est que, en plus de ce que je vous ai dit, les personnes dans les deux groupes, le groupe testé, le groupe T+, et le groupe T-, donc les 154 et les 160 personnes, ont des différences d'âge assez significatives qui pourraient faire que les résultats soient biaisés. Par exemple, on voit que dans le groupe des personnes testées, excusez-moi, les 18-29 ans, ils sont 44 à être positifs, ils sont que 39 à être négatifs, et entre 30 et 44 ans, la différence est encore plus grande puisque vous avez 46 positifs et 62 négatifs. Bon, bref, voilà. Alors, donc, si j'en reviens aux méthodes statistiques qui permettent de nous éclairer un petit peu, la statistique, et là je sors de l'exemple évidemment, nous permet de faire l'estimation d'une mesure inconnue. Et donc je vais presque conclure là-dessus. Mais comme j'ai déjà dit, ce qui est sur cette diapositive, je ne vais pas le répéter. Si ce n'est insister quand même que quand on fait une estimation statistique d'une mesure, par exemple la mesure de la séroprévalence, par exemple, on ne peut pas l'avoir de façon exhaustive, donc on va l'estimer, mais en faisant ça, eh bien, on a une double incertitude, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner une mesure pile-poil au nombre à la virgule près, on va donner une fourchette, vous connaissez bien ça pour les sondages, donc on va donner une fourchette. Donc ça, c'est une incertitude. On n'a pas une valeur pile-poil, on a un intervalle qu'on appelle intervalle de confiance ou fourchette. Et en plus, il n'est pas sûr à 100% que la fourchette contienne effectivement la vraie valeur que l'on cherche à estimer. Donc, vous voyez que le statisticien, il a quand même une certaine humilité parce qu'il ne sait pas de combien il se trompe. Sinon, c'est sûr, il ne se tromperait pas. Voilà. Bon, donc c'est pour ça que je dis un petit peu avec provocation que c'est la science des erreurs contrôlées. Ça paraît un petit peu un oxymore, mais de dire science et erreur, mais au fond, la science, elle avance par saut d'erreur. Hein. On se trompe, on rectifie, on se trompe, on rectifie, et c'est comme ça qu'on avance. Là, par exemple, sur cette diapo, ici, c'est comme ça qu'on présente les intervalles de confiance. Autour, vous voyez les petits points qui sont là, ça représente la valeur estimée, puis autour, il y a une fourchette, il y a un intervalle, quoi. Hein. Alors, l'incertitude, comme je le dis ici, fait partie du raisonnement statistique, mais comme beaucoup de choses, elle est incompatible avec une communication médiatique simpliste. Et donc, il faut accepter la complexité. Hein, Edgar Morin le dit tellement bien. Il faut accepter la complexité. Les choses, elles ne sont pas comme ça, et ce n'est pas si simple, et ce n'est pas pour autant qu'elles sont incohérentes. Hein, c'est parce qu'elles sont complexes. Et donc, je conclus ici, provisoirement, par le fait que les mathématiques, et plus particulièrement la science statistique, sont un outil de rigueur et de raisonnement. Un outil pour modéliser, c'est-à-dire trouver des lois, un outil d'aide aux décisions, mais on ne peut pas tout quantifier. Il faut accepter ou refuser les bénéfices-risques, mais en connaissance, ou en tout cas au plus près de la connaissance, et pas juste sur des impressions ou sur des entre-soi qui confirment ce qu'on a l'impression de savoir. Donc, je pense par exemple, et vraiment, je voudrais réinsister sur l'exemple de la vaccination, parce que
On a l'impression que parce que on a quelques cas ici ou là qui posent problème, par rapport à l'immensité des progrès apportés par la vaccination, il faut jauger les bénéfices et les risques. Alors bien sûr, si vous êtes parmi ceux, vous ou dans votre famille, qui a eu un problème d'effet secondaire d'un vaccin, évidemment, vous voyez les choses différemment. Mais d'un point de vue collectif, il faut essayer autant que possible d'apprécier. Et pour cela, il faut aller chercher la connaissance. Elle ne va pas arriver sur BFM TV, hein. Ou pas toujours, hein. Au minimum. Bon, donc il faut aller chercher l'information. Et c'est compliqué parce que vous n'avez pas que ça à faire, quoi. Vous êtes fatigué, vous avez votre travail. Les soignants, pensez bien qu'ils ont bien autre chose à faire que d'aller chercher les informations. Donc si on peut les aider à les donner, voilà, on fait. C'est quand même bon. Voilà. Et donc accepter la complexité, accepter les incohérences qui, comme la vérité, ne sont parfois qu'apparentes. Et je termine par une citation de Héry de Luca, qui est un de mes écrivains romanciers préférés, qui dit « Il y a une fissure dans toutes les choses et c'est par là que la lumière entre. » Hein? Voilà. Je ne sais pas si j'ai le temps de dire pourquoi j'apprécie Héry de Luca. J'ai le temps ou pas? 2 minutes. Non? Bon, non, parce qu'il parle d'hypothèses dans son dernier livre. Dans son dernier livre, pour dire très, très vite résumé, je vous le conseille, je vous en conseille la lecture, ça s'appelle « Impossible », le titre. Impossible, et c'est la confrontation entre un type qui a été témoin d'un accident en montagne. Bon, Héry de Luca, il fait beaucoup de montagnes. Et puis le juge qui est chargé de mener l'enquête, et le juge est persuadé, que l'accident n'est pas un accident et que le type a poussé l'autre dans le vide et a créé l'accident. Et donc, Héry de Luca dit, il y en a un qui a une hypothèse, il a une croyance, hein, vous voyez, il a une croyance, il est persuadé, il va mener son interrogatoire en étant persuadé que l'autre, le type en face, est forcément coupable, qu'il est impossible qu'il ne soit pas coupable. Et donc il va mener son enquête avec cet a priori, cette idée préconçue. Et l'accusé, donc, lui, les choses sont inégales, quoi. Vous voyez, il n'y a pas symétrie entre un qui a un pouvoir et l'autre qui est là et qui va essayer de convaincre. Vous voyez, il n'y a pas symétrie, quoi. Et donc c'est pour vous dire que dans les hypothèses, quoi, c'est extrêmement humain tout ça, c'est lié. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai cité Héry de Luca, et puis j'attends vos questions si vous en avez. Bonjour, je voulais savoir en fait, merci beaucoup pour cet exposé. Je voulais savoir en fait, vous parlez en fait, toutes ces statistiques parlent de cas, voilà. Et donc, je voulais savoir en fait, les cas, ils sont évalués par un certain nombre de méthodes, notamment les tests, et tout dépend en fait de la fiabilité des tests. Donc voilà, donc je voulais savoir. Est-ce qu'il existe des statistiques de fiabilité des tests, et notamment dans différents pays? Et puis bon, il y a quand même beaucoup de controverses sur cette fiabilité, qui, voilà quoi, donc ils sont pas très fiables. Notamment, il y a des sociétés qui ont testé les tests et beaucoup se sont avérés pas fiables. Et après, tout dépend ce qu'on teste. Donc il y a des paramètres qui permettent de savoir ce qu'on appelle la sensibilité des tests. La sensibilité d'un test, c'est la capacité à repérer les personnes qui sont infectées parmi les personnes testées positives. Et puis, il y a un autre paramètre qui est le pendant, c'est-à-dire la capacité de repérer les personnes saines, enfin, les personnes testées positives parmi les personnes qui sont saines. Donc ce sont des paramètres qu'on appelle sensibilité et fiabilité que les laboratoires finissent par estimer ou qu'ils connaissent. Par exemple,
il semblerait que pour le Covid, la spécificité soit très très bonne, c'est-à-dire qu'elle soit de l'ordre de 98, voire même 100%. C'est-à-dire qu'il y aurait très peu de faux positifs, mais pour d'autres raisons, il y a quand même des faux positifs. Il n'y a pas équivalence entre le nombre de personnes testées positives et le nombre de personnes qui vont se faire tester alors qu'elles sont infectées. Il y a une autre difficulté spécifique, semble-t-il, mais là je ne suis pas médecin, à la Covid, c'est que tout dépend du moment où vous passez le test. Il se peut que la maladie soit passée dans les bronches ou je ne sais pas où, et que du coup, dans le nez, vous ne voyez plus rien. Donc, effectivement, il y a d'énormes difficultés qui sont d'ordre structurel parce que les tests ne sont jamais parfaits, et qui sont d'ordre conjecturel parce que cette maladie-là, par exemple, on l'aura tous compris, vraiment très, très, très compliquée. Voilà. Ma question, elle était parce que, bon, quand on voit, par exemple, les laboratoires Roche vont sortir des tests pour la différence entre le coronavirus et d'autres maladies, s'ils font ça, ça veut dire que les tests actuels ne sont pas fiables. Oui, donc d'abord, en ce qui concerne les tests, il y a deux types de tests, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, il y a des tests qui sont dits sérologiques. Donc, ce qu'on va regarder, c'est s'il y a des anticorps chez les patients. Alors ça, c'est des tests qui ne vont pas permettre de savoir si la personne est malade ou est infectée. C'est la trace de l'histoire de la maladie. Donc c'est ces tests-là qui vont permettre justement de faire les statistiques dont tu parlais tout à l'heure, de savoir la prévalence, savoir quel est le pourcentage de la population qui a été infectée. Alors ces tests ont la fiabilité moyenne dans la mesure où une partie des patients qui ont été infectés par le virus, en fait, après quelques mois, n'auront pratiquement pas d'anticorps détectables. Et donc, probablement qu'il y a plus de personnes qui ont été infectées que ce qu'on voit dans ces tests sérologiques, parce rapidement, le niveau d'anticorps chez les patients va diminuer. Donc ça, c'est un premier type de diagnostic. L'autre type de diagnostic, c'est les fameux diagnostics dits PCR, c'est-à-dire on va chercher à différents endroits, c'est dans les fosses nasales ou dans la salive, des traces du virus par un système de photocopie moléculaire. Et donc là, on a des tests qui sont effectivement de très haute spécificité. Et la difficulté, c'est qu'il y a en début de maladie des patients qui ont des charges virales qui sont très très faibles et ils vont développer la maladie plus tard parce qu'ils ont des charges virales très très faibles et pourtant on ne va pas la détecter malgré que ces tests sont très fiables. Donc ça c'est la difficulté. Et la difficulté supplémentaire c'est que ces tests de photocopie, on peut photocopier davantage, c'est ce qu'on appelle les CT dans le jargon des médecins. On peut décider de faire plus de cycles de PCR pour augmenter la sensibilité, mais le problème c'est que quand on augmente trop le nombre de cycles de PCR, le biais contraire, c'est qu'on va voir ce qu'on appelle des faux positifs. Et donc, pour l'instant, il y a un ajustement, c'est-à-dire que au début, on faisait des tests PCR et des CT d'une trentaine. Après, on a poussé la sensibilité au maximum et donc on s'est rendu compte qu'il y avait trop de faux positifs. Aujourd'hui, les réglementations, les normes sont de faire, de changer les CT de manière à minimiser les faux positifs et avoir le maximum de capacité de détection. Et donc, j'insiste sur le fait, c'est qu'il y a une partie des gens qui sont potentiellement infectés, qui ne sont pas détectables aujourd'hui par ces tests. Mais on n'aura pas de tests plus sensibles probablement. Hein. Je ne crois pas que dans les mois ou les semaines à venir, on ait de tests plus sensibles. Voilà. Donc, je voudrais revenir sur la question de la représentativité qui est séparée de celle de, enfin, c'est deux problématiques, quoi, celle de la fiabilité et celle de la représentativité. Et Catherine Hill a encore fait ce midi une déclaration, enfin, elle a fait une interview sur France Info, je pense, à 12h20, où elle expliquait qu'actuellement, on n'a absolument aucun indice de l'incidence ou de la prévalence de la population française. C'est un petit peu ce qui apparaît dans ce que Martine a présenté ici. Et la raison pour ça, les raisons sont multiples, mais une des raisons, c'est que, d'une part, pour connaître l'incidence, il faudrait faire un échantillonnage neutre, aléatoire, et en fait, on ne fait pas ça. Et au contraire, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que ne peuvent se faire tester que les gens qui sont symptomatiques. Et donc ça, non seulement ça veut dire qu'on n'a pas d'idée de l'incidence, mais en plus, les taux de positivité ne sont pas du tout représentatifs de la population. Et elle citait justement une étude qui vient d'être faite en Angleterre, où on a fait un test sur 1 million de personnes sélectionnées au hasard,
dans toutes les tranches de la population. Et donc, l'Angleterre dispose aujourd'hui de chiffres sur le taux d'incidence. D'une certaine manière, par contre, l'étude que Martine a montrée ici sur la séropositivité, celle-là qui a été menée donc par l'équipe de Marie Zins, ça a été fait sur une cohorte qui s'appelle la cohorte Constance et qui est une cohorte populationnelle qui existe depuis des dizaines d'années. Et on a sélectionné aléatoirement des gens et leur a demandé s'ils voulaient bien faire un test. Donc là, par contre, cette étude-là est une étude qui est représentative de la population française, ou plus précisément représentative de 3 régions de la population française. Ils n'ont pas fait sur l'ensemble de la population, ils ont fait sur une région où on avait un faible taux de circulation de la maladie et sur 2 régions où il y avait un fort taux de la maladie. Et donc ça, c'est une étude représentative. Tous les autres chiffres qu'on nous donne à la radio, à la télévision, dans les journaux, ne sont pas interprétables. Et c'est exactement ce que disait Catherine Hill ce midi. Voilà. Naïf, on a des choses dans la vie, on les a oubliées. Je suis naïf sur la biologie, sur la... Quand vous dites les cycles, il y a des cycles. Oui. Il y a 30 cycles, 36 cycles de multiplication. Ça veut dire que c'est 10 sur les lèvres. Ça veut dire que c'est 2 puissance 30. On peut multiplier par la. Si vous avez une molécule au départ qui représente l'ARN, elle est multipliée par 2 puissance 30. C'est ça, ça veut dire que c'est à 30 cycles. Tu sais ce qu'il dit? Oui. Et ça puissance 10, c'est 1000, donc c'est 1000 fois 1000 fois 1000, ça fait 1 million. Et chaque fois qu'on fait un cycle, on double. Chaque fois qu'on fait un cycle, on double la quantité matérielle. Ça double. On fait un peu moins parce que l'efficacité de la réaction n'est pas à 100%. Donc, si je fais 30 cycles, ça fait 1000 fois 1000, 2 puissance 10, c'est à peu près 1000, c'est 1000 milliards. Ça fait 1000 fois 1000 fois 1000, ça fait 1 milliard de fois représenter s'il y avait une seule molécule au départ, ou une partie de molécule, je ne pense pas qu'elle soit complète. C'est ça. Et donc, ça veut dire qu'on peut la mesurer. Mais par contre, à partir de 35 ou 40 cycles, il y a des bêtises qui se passent dans la publication, et c'est là qu'il y a des effets positifs. C'est ça. Parce que ça se reproduit peut-être pas très bien. Pour de multiples raisons, parce que c'est un système où on a des amorces qui doivent se fixer sur le matériel génétique, et parfois ces amorces se fixent sur des morceaux qui ne sont pas attendus avec un manque de spécificité. Et donc, on finit par amplifier des choses qui n'étaient pas vraiment ce qu'on croyait être au départ. C'est un peu comme quand vous faites une photocopie. Imaginez qu'il y a un cheveu quelque part qui traîne sur la photocopie, mais que si vous augmentez le contraste et l'intensité en photocopiant, et vous allez finir par croire que ça fait partie du texte, alors que ce n'était pas le texte. Donc, il y a un problème de spécificité qui est dû au fait que les amorces, ils peuvent se coller parfois parce que sur des séquences qui ne sont pas celles qu'on croyait, qu'on espérait. Il y avait une courbe qui ne parlait pas d'avant-mars, justement. Et par contre, page 26 et page 27, vous avez des courbes qui vous parlent d'avant-mars et de maintenant. C'est-à-dire qui sont sur toute une durée de 7 ou 8 mois. Et là, on peut comparer, justement, ce qui est intéressant à la page 26 et 27, on peut comparer le fait que la première partie de cette épidémie, elle est grave. Il y a une grande, page 26-27. Voilà. Parce qu'on voit bien que ça augmente très vite par gauche, entre la semaine 12, 13, 14, 15. C'est le nombre de décès en plus. Ça monte très vite, après ça redescend, on va passer. Et puis dans la deuxième partie, à partir de la semaine 30, ça remonte, mais c'est le taux de variation, il est 10 fois plus petit à droite que dans la première partie. Donc c'est beaucoup moins grave, a priori, sur une courbe comme ça, surtout sur les décès. Qu'est-ce que c'est qui fait la gravité sur laquelle on mesure les choses? C'est le nombre de décès, c'est la pandémie, elle est déclarée comme officiellement, qu'est-ce que c'est qu'une pandémie? Excusez-moi. J'ai plusieurs questions à la fois. D'abord, je vois la gravité. Je dis parce qu'on observe les décès et non pas les tests. Parce que les tests, point d'interrogation. Là, elle est beaucoup plus grave dans la semaine 12 jusqu'au semaine 15. Et ensuite, ça redescend et ça remonte dans ce qu'on appelle la deuxième vague. Moi, j'ai l'impression que c'est une réplique de la première. C'est même pas une deuxième vague, mais je suis un naïf. Pardon. Et ça augmente avec un taux de variation qui est très faible.
Oui, mais rien ne vous dit que, si je reprends ici, les médecins nous disent, bon, vous voyez, l'extrémité droite de la courbe, ça remonte, et rien ne vous dit que ce qui va se passer dans les 5-6 semaines à venir va pas être exactement comme, pour le moment, ça n'est pas pareil, mais rien ne nous dit que ça va pas. Il y a aussi modalité de prise en charge des patients en réanimation, il y a aussi qui est différente aussi aujourd'hui de ce qu'elle était à ce moment-là. C'est-à-dire la connaissance de la façon de prendre en charge les patients, c'est pas la même au début de l'épidémie et aujourd'hui. Donc le taux de mortalité en réanimation a changé aussi, quoi. Voilà. C'est pour ça que là, je n'ai pas fait de prospective. Là, je me suis contentée de montrer ce qui se passait. Et rien ne nous dit que que la pente va pas de nouveau redevenir très forte. Rien ne nous dit ça. Parce que là, la semaine, c'est laquelle semaine le maximum de décès, c'est à peu près vers le 7 avril. Oui, 10-15 avril. Oui. Et à peu près, le premier confinement, c'est vers le 16 mars, cette semaine-là. Et on peut dire que ça s'est déclaré, ça peut, je ne sais pas comment on peut dire, de 3 semaines avant. On a tout février et tout mars, ça fait 4 semaines, peut-être une semaine ou deux maintenant. Non, mais les soignants, ils n'ont pas cette logique-là. Parce que moi, au tout début de l'épidémie, je me disais, au lieu d'écouter le professeur Salomon qui ajoutait les morts aux morts, là, tous les soirs, 100 de plus, 200 de plus, etc., je me disais, bon, ce qui compte, c'est pas l'addition, c'est de voir si le taux diminue ou pas. Le taux d'augmentation diminue. Si l'augmentation diminue. Attendez, excusez-moi. Je finis parce que c'est important. Alors, je dis ça à mon cousin qui est médecin. Il me dit, oui, mais le point de vue des hospitaliers, c'est de gérer avec les gens qui arrivent. Comprenez? Donc, vous pouvez faire des projections, etc. Eux, ils ont une réalité, c'est les gens qui rentrent à l'hôpital. Donc, rien ne nous dit. Là, effectivement, c'est pour ça que je dis qu'il y a des vérités apparentes. Dans le rectangle bleu, il y a en effet quelque chose qui ressemble à un aplatissement, et puis ça remonte, ça a l'air de remonter doucement. Mais à ce stade, c'est-à-dire aujourd'hui, le 8 octobre, on ne peut pas savoir si, et c'est ça la grande crainte des soignants, on ne peut pas savoir si par malheur, on ne va pas recommencer dans l'autre sens. C'est comme les glissades, là. Vous savez, les skates, là. Ils descendent, et à un moment donné, ils sont dans le bas, ils sont dans le creux. Bon, on a été dans ce creux. On remonte un peu. Rien ne nous dit qu'il va pas y avoir de nouveau un grand toboggan, quoi, vous voyez. Rien ne nous le dit pour le moment. En tout cas, c'est pas dans mes compétences de vous le dire. C'est pour ça que moi, je me suis contentée de vous dire, voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention aux mots. Mais après, quant aux prospectives, de savoir si ça relève de l'interprétation. Avec gravité, c'est qu'il y a aussi des morts collatérales, c'est-à-dire le taux de remplissage des services de réanimation, c'est aussi une perte de chance pour les gens qui... c'est le taux de remplissage des réanimations, s'il n'y a plus de patients en réanimation, c'est aussi une perte de chance pour des gens qui n'ont pas le virus de la Covid. Et ça, les morts collatérales, elles ne sont pas mesurées là-dedans. Donc, c'est concluant un peu rapidement que ce n'est pas très grave, parce que ça l'est. Et en fait, c'est vraiment, je pense, là-dessus qu'il faut se baser. C'est à partir du moment où on n'est plus en capacité de prendre en charge, que ce soit des patients qui ont le virus de Covid ou pas, voilà, le problème, c'est combien il va y avoir de morts en tout, quoi. Et ça, c'est quelque chose pour l'instant qu'on ne mesure pas, c'est combien de gens n'ont pas pu accéder au service d'urgence de SAMU ou de réanimation qui faisaient un infarctus ou autre. Ça, je ne sais pas si on a ces chiffres-là, mais c'est important et c'est ce qui fait peur à tout le monde, en fait, c'est si on n'est plus en capacité de prendre en charge des patients qui relèvent de la réanimation, en dehors du Covid, c'est un vrai problème. En ce qui concerne l'hypothèse, en fait, est de savoir si, la question est de savoir si ça va continuer à monter, si ça va être une vaguelette ou une deuxième vague. En fait, il faut regarder, c'est le fameux R0 dont j'ai parlé dans l'exposé, dans le premier exposé.
c'est-à-dire que ce sont des courbes exponentielles, les croissances. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que grâce aux mesures telles que le port du masque, au fait qu'on fait plus attention, qu'il y a plus de distanciation physique, eh bien, en fait, on a aussi parce qu'on a été dans une saison d'été et qu'il y a des effets de la chaleur, des UV sur les virus qui induisent une instabilité des virus et donc qui se transmettent moins bien pendant l'été en général qu'en hiver, ça diminue factuellement le R0 et ça fait que le début que la vitesse de progression de l'épidémie est moindre maintenant que ce qu'elle était en février-mars. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on va être capable de contenir cette progression de manière et éventuellement de l'infléchir en ayant suffisamment de gestes barrières pour qu'on passe en dessous de R0 en dessous de 1 pour qu'on atténue la vague, ou est-ce que parce qu'on va arriver dans une période où on va être plus en intérieur parce qu'il va faire plus froid, qu'il va y avoir des risques de contamination plus élevés au travail, etc. Est-ce que même si la vague va continuer à progresser plus lentement parce qu'elle progresse plus lentement, c'est clair, parce qu'on se protège tous, est-ce qu'elle va continuer à progresser pour arriver à une hauteur aussi significative que la première? On ne peut pas répondre à cette question. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est que finalement, si les politiques qu'on met en œuvre permettent de contrôler correctement le virus, en fait, on va finalement dire mais ça ne servait à rien d'avoir ces politiques parce que c'était une vaguelette. C'est un peu comme la vaccination. Quand un vaccin marche bien, mais finalement, il contient en lui-même par le fait qu'il marche bien, le fait qu'on va le contester et dire que ce vaccin est inutile, vous voyez, il n'y a plus de morts. C'est exactement la même problématique qui va se passer pour cette épidémie. Et c'est pour ça qu'il y a une difficulté politique. C'est que si on prend des mesures précoces qui sont très efficaces et qui pourraient éviter d'avoir une vague, eh bien, on va être contesté parce qu'on va dire c'est inutile. Et si on ne prend aucune mesure, aujourd'hui, si on ne portait pas de masque, eh bien, on voit, il y a des pays qui ont décidé de ne pas porter de masque du tout, ou dans lesquels les systèmes de santé ont été sursaturés, où ils étaient jusqu'à 60% de la population qui a été infectée par le virus, et on voit que ça fait quand même sa catastrophe sanitaire. Ben oui, au Brésil, il y a une catastrophe sanitaire, je suis désolé. On ne peut pas dire ça, il y a eu des catastrophes. Mais oui. Pas la Suède, par exemple. Non, la Suède, c'est tout à fait différent, parce qu'en fait, le contrôle social en Suède marche autrement, et en fait, quand on explique en Suède qu'il y a des risques, etc., même si on n'interdit pas, eh bien, les gens sont très précautionneux à mettre les masques, etc. Et donc, ça marche différemment. Donc, ici, en fait, on compare les taux de cas déclarés et les taux de décès. Alors, ce qui est très important là-dedans, et ça, évidemment, Catherine Hill l'a encore dit aujourd'hui, c'est que le nombre de cas déclarés dépend du nombre de personnes qu'on teste. Et en plus, le taux de positivité dans ces cas déclarés dépend de quel, non seulement du nombre qu'on teste, mais aussi le taux va dépendre de qui on teste. C'est-à-dire, si on dit aux gens, bah, si vous n'êtes pas symptomatique, c'est même pas la peine d'y aller. Ou si on dit, ce qui était le cas la semaine passée, il vous faut un certificat médical pour faire un test, évidemment que ça fait monter, oui. À Sormieux, c'est comme ça. J'ai téléphoné la semaine passée. Ils m'ont dit, parce que je devais faire un voyage professionnel, ils m'ont dit non. Si vous voulez faire un test chez nous, il vous faut un certificat médical. Et le docteur m'a dit, pour avoir un certificat médical, il faut soit être symptomatique, soit être un cas. Alors peut-être qu'à l'IHU, c'est différent. Mais en tout cas, l'IHU est plutôt une exception par rapport à la France. Donc le message qu'on a fait passer à la radio depuis des semaines, c'est les personnels des laboratoires de biologie sont saturés. Et donc, on ne teste plus que les symptomatiques. Et donc, même si en pratique, certains labos sont prêts à tester les asymptomatiques, ce qui se passe, c'est que de toute façon, les gens ne vont même pas aller se faire tester s'ils ont d'autres raisons de se faire tester que d'être symptomatiques. Donc, il est clair que ces courbes-ci, sur la diapo 27, que la courbe ne représente pas. Mais cette diapo-là, en fait, ce qu'on voit quand même, c'est effectivement qu'on a vraiment une très, très forte augmentation. C'est vraiment frappant, quoi, à quel point le nombre de cas est en train d'exploser. Alors, et justement, là, les épidémiologistes en discutent. Il n'y a personne qui comprend très bien. Il y a Antoine Flao qui disait ça, épidémiologiste français qui travaille en Suisse aujourd'hui. Il disait on a une épidémie de cas, mais on ne comprend pas. Il y a des raisons multiples, en fait. C'est pas qu'on comprend pas. On a plusieurs facteurs possibles et en fait, on n'a pas les outils pour savoir lesquels de ces facteurs font que, heureusement, fort heureusement, la courbe des morts n'a pas remonté proportionnellement, mais on voit effectivement qu'elle commence un petit peu à monter, à la fois pour les décès
et pour les hospitalisations. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les tranches d'âge sont en train de changer. Je voulais juste, sur le point de qui va se faire tester. D'après le dernier bulletin de Santé publique France, qui montre qui est allé se faire tester la semaine dernière, donc je pense qu'il y a une différence probablement entre les laboratoires privés et les laboratoires publics, sans parler de Marseille et le reste, mais entre public et privé, puisque ici, regardez, la proportion de personnes qui vont se faire tester sans symptômes est largement supérieure à la proportion de personnes qui vont se faire tester avec des symptômes. Donc, c'est possible que il y a une inflexion de la politique. On dit aux gens, bon, ben, essayez de vous limiter si vous devez aller vous faire tester sans symptômes. Mais il y a 65% de personnes. Alors, ce sont peut-être des personnes cas contact, etc. Sans doute. Il y en a. Mais il y a les cas contacts, d'accord. Mais enfin, il y a quand même 65% d'après Santé publique France, hein, de personnes testés qui n'ont pas de symptômes. Mais le fait que ce soit je pense aussi que c'est les cas contacts, les asymptomatiques qui vont se faire tester, puisque c'est précisément ce que mon médecin m'a dit. Soit vous êtes symptomatique, soit vous êtes un cas contact. Ce que ça veut dire, c'est qu'en termes statistiques aussi, donc on est en train de violer exactement les règles de base de l'échantillonnage statistique qu'on nous a enseigné, qu'on enseigne aux étudiants de biologie et tout, c'est on doit faire un échantillon aléatoire, simple et indépendant. Et quand on dit que vous pouvez vous faire tester, soit si vous êtes symptomatique, soit si vous êtes un cas contact, ben, par définition, un cas contact n'est pas indépendant. Il dépend de personnes symptomatiques. Donc, et c'est bien. Si on a un nombre limité de tests, effectivement, peut-être qu'il faut les limiter aux personnes. Si on est dans une politique de détection pour soigner prioritairement ces gens-là avec les moyens dont on dispose, même s'ils sont maigres, ben, c'est une bonne politique. C'est une politique qui peut justifier. Par contre, si on veut faire une politique de santé publique où on veut avoir une estimation de la prévalence ou de l'incidence, alors il faut faire une autre expérience en parallèle qui sera de dire on va aussi faire un échantillonnage aléatoire. Et je pense que ça vaut la peine de faire cet effort-là pendant 1 semaine ou 2 semaines, de faire d'une part tester les symptomatiques, tester les gens qui sont des cas contacts, parce que ça c'est vraiment pour parer à l'épidémie, et puis d'autre part de se donner quand même les moyens de faire un vrai échantillonnage. L'un n'exclut pas l'autre. Je pensais parler également de ce qu'on appelle les poules de tests, que j'ai réfléchi à cette question, qui serait une question, qui pourrait être une question qu'on aborderait la semaine prochaine, c'est de savoir comment, par des regroupements de tests, on peut économiser les kits de dépistage. Et c'est une piste qui a été proposée très tôt dans l'épidémie et qui n'a pas été retenue par les autorités sanitaires. Voilà, ben je crois qu'on peut s'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie. Je vous rappelle qu'il y a une 4e séance qui sera consacrée vraiment au débat, où on amènera peut-être quelques éléments complémentaires à ceux qu'on a donnés, s'il y a des éléments qui manquent. Je vous invite, si vous pensez qu'il y a des informations qui pourraient alimenter cette séance-là, à nous écrire. Vous pouvez envoyer un mail pour dire tiens, ce serait bien d'apporter tel et tel élément. Donc, on peut le faire avec chacun de nos points de vue de virologue, de génomicien et de mathématicienne. Par ailleurs, je voudrais remercier Martine pour cet exposé et puis pour le débat, et tout le monde pour la richesse du débat.